Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous des informations qui m'ont tout simplement époustouflé. Cela m'a certainement amené à repenser certaines questions importantes sur ce que sont le Soleil et la Lune, et c'est pourquoi j'aime la Terre plane. Il y a tellement de gens intelligents qui explorent notre vraie réalité et qui font des découvertes étonnantes. Parfois, ces découvertes contredisent nos a priori, comme cela m'est arrivé ici. Ainsi, au cours de ma dernière année, j'ai vu pas mal de vidéos sur la Terre plane parlant de l'éclipse du 8 avril 2024 en Amérique du Nord. Et de nombreuses chaînes se demandaient si c'était réellement la Lune qui avait éclipsé le Soleil. Honnêtement, je pensais que ces affirmations dans le milieu de la Terre plane étaient absurdes. Dans le modèle de la Terre plane, il est logique que, lorsque le Soleil et la Lune voyagent sur leurs chemins respectifs entre les tropiques, de temps en temps, le Soleil et la Lune se connectent, ce qui entraîne une éclipse, où la Lune se trouve devant le Soleil. Cela me paraissait logique. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi les terraplanistes argumentaient sur ce point. Mais une chose clé que j'ai apprise depuis la Terre plane est de ne pas trop m'accrocher à des idées préconçues, à des préjugés. Tard, hier soir, j'ai regardé cette vidéo de la chaîne Hanging on His Words. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne dans la description. Le monsieur barbu qui a fait la présentation s'appelle Jeremy McGarry. Jeremy est ingénieur senior et possède 19 brevets à son actif. Pour faire court, Jérémy va présenter une preuve vidéo méticuleuse expliquant pourquoi il est impossible que ce soit la Lune qui ait éclipsé le Soleil. Et cette présentation m'a absolument choquée. La présentation dure plus de 50 minutes et je voulais donc fournir un bref résumé de ce que Jérémy a découvert. Tout d'abord, Jérémy, qui vit à Erie, en Pennsylvanie, qui se trouvait sur la trajectoire de la totalité de l'éclipse de 2024, a branché une caméra en time-lapse à sa maison qui offrait une vue sur les trajectoires du Soleil et de la Lune. La caméra était fixée à la maison et ne bougeait pas. Pendant quelques semaines, Jérémy a filmé les trajectoires du Soleil et de la Lune, et les trajectoires du Soleil et de la Lune sont les mêmes sur la caméra. Il passe beaucoup de temps à tracer les chemins. Voici à quoi ressemblait son time-lapse. Vous pouvez voir comment le chemin fait cet arc dans le ciel. Comme on s'y attendait, le Soleil montait plus haut sur le film chaque jour, et la Lune est descendue d'abord puis est remontée au point qu'elle est tombée sur le même chemin que le Soleil. Rien de tout cela n'échappe aux arguments dominants. À première vue, on pourrait rapidement dire, eh bien, cela prouve que c'est la Lune qui éclipse le Soleil. En fait, je pensais la même chose. Et je pensais que c'était là que Jérémy voulait en venir avec sa présentation. J'ai raté une partie de la discussion initiale, mais voici le problème. Comme détaillé par Jérémy, la trajectoire du Soleil et de la Lune était censée être exactement sur la même trajectoire. Et cela est confirmé par l'Observatoire naval des États-Unis, comme indiqué ici. Mais la trajectoire de l'objet qui passe devant le Soleil lors de l'éclipse de 2024 n'est pas sur la même trajectoire. En fait, c'est sensiblement différent. Tellement différent que c'est impossible que ce soit une simple erreur. Le diagramme de l'éclipse sur le côté droit montre comment l'éclipse aurait dû se produire. Au lieu de ça, l'objet qui passe devant le Soleil vient d'une trajectoire différente de celle du bas, comme le montre la photographie de gauche. À gauche, c'est la réelle. Et à droite, c'est ce qui aurait dû se passer si c'était effectivement la Lune. Voyez-vous les différences dans les angles? Selon Jérémy, il est physiquement impossible que ce soit la Lune devant le Soleil. Le voici avec un modèle en bois décrivant le problème. Et encore, l'éclipse aurait dû venir de la droite avec le Soleil et la Lune sur la même trajectoire. Au lieu de cela, l'objet qui se présente devant le Soleil vient du bas, ce qui démystifie tout ce que nous pensions savoir sur l'éclipse. Enfin, du moins, pour moi. Je trouve simplement cette présentation fascinante et j'espère que vous l'apprécierez également. Je suis également curieux de savoir ce que pensent tous mes amis en quête de vérité à ce sujet. Veuillez commenter et partager vos réflexions après avoir regardé la présentation complète. Alors, passons maintenant à la présentation proprement dite. Régalez-vous. Parlons un peu des éclipses solaires qui se sont produites le 8 avril et de ce qu'on nous avait annoncé. Alors, qu'en est-il des emplacements et de la trajectoire du chemin de la Lune? Alors, qu'est-ce que la trajectoire? Je viens de récupérer la première définition que vous avez dans Google. Une trajectoire est le chemin d'un projectile ou d'un autre corps en mouvement dans l'espace. Je vais beaucoup me concentrer sur la trajectoire ce soir, parce que c'est en quelque sorte l'essentiel de ce que je vais partager ici. C'est la trajectoire du Soleil et de la Lune dans le ciel, par rapport à ce que nous avons vu passer devant le Soleil.
Comme vous le savez, George l'a déjà montré. George Newber de GeoTruth l'a montré en janvier, ou c'était peut-être un peu plus récemment. Mais c'est ce que nous donne le site de l'Observatoire naval des États-Unis. C'est toujours en ligne aujourd'hui, vous pouvez aller le voir. Il s'agit de l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Et si vous remarquez ici ce qu'ils vous disent, je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé intéressant de faire un focus là-dessus, mais ils ont même dit que dès 648 avant Jésus-Christ, qu'il s'agissait de Zeus. Ce serait intéressant de savoir pourquoi ils diraient cela. Vraiment? Ils ont dit ça? Je vais agrandir l'écran là. Rien n'est au-delà de tout espoir, rien ne peut être juré d'impossible, rien de merveilleux, puisque Zeus, père des Olympiens, a fait la nuit dès midi, cachant la lumière du soleil brillant, et une grande peur s'est emparée des hommes. C'est un grand poète de 648 avant Jésus-Christ, cité par notre United States Naval Observatory. Ok, ce n'est pas du tout une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Très bien, voici encore une fois directement depuis leur site web. Vous pouvez voir le chemin. J'ai tracé une ligne indiquant où se trouve Erie, en Pennsylvanie. C'est là que je me trouve en ce moment. Il y a un autre endroit ici, Jackson, Missouri, et je vous montrerai pourquoi dans une minute. Je le souligne également. Mais c'est le chemin, si vous pouvez voir ma souris, c'est le chemin de l'éclipse solaire qui s'est produite, d'accord? Nous le savons tous. Un peu plus sur son chemin, voici un petit gif qui montre la trajectoire du corps céleste se déplaçant devant le Soleil lors de son voyage dans le ciel. Et maintenant, parlons un peu de l'éclipse solaire à Erie, en Pennsylvanie, car je vais partager essentiellement mes données que j'ai collectées à Erie. Le maximum s'est produit à 15h18, heure normale de l'Est, donc pour les militaires, c'est 15h18. Et ils vont vous embêter un petit peu ici avec, vous savez, l'heure zoulou et des choses comme ça. Mais en gros, il est 15h18, c'est à ce moment-là que cela s'est produit pour nous. On a le chercheur de latitude et de longitude. Donc, quand vous saurez où se trouve Erie, en Pennsylvanie, vous pouvez prendre cette latitude, cette longitude et les mettre dans le site web de la marine américaine. Et cela vous dira exactement quand l'éclipse commence, quand la totalité commence et quand l'éclipse maximale est à son apogée. Et là encore, on a l'heure 19h18. C'est l'heure UTC, comme ils l'appellent, mais c'est la même chose que 15h18 ou 3h18, heure avancée de l'Est. Et vous indique ensuite quand cela se termine. Cela commence donc vers 18h02, soit environ 2 heures, heure d'Erie, et se termine vers 16h30, ok? C'est donc environ 1h15 avant l'éclipse totale et 1h15 après. Et cela vient encore une fois directement du site web de l'Observatoire naval des États-Unis. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo de timeanddate.com. Cela vous dira ce que vous allez voir si vous êtes à Erie en train de regarder l'éclipse solaire. Et les flèches rouges sont la trajectoire de l'astre passant devant le Soleil. Ceci vient de timeanddate.com. Ils vont vous dire ce que vous devez vous attendre à voir, ok? Tu vois ça, Ken? Je le vois, oui. Notez donc la trajectoire de son passage devant le Soleil pour entrer en éclipse totale. Ça fait donc un angle de type 5 à 11. Ouais, et puis ça se déplace directement vers le haut, du genre 11h30. Et ça commence à monter. Et puis au moment où ça atteint le sommet, elle se dégage presque au sommet du Soleil. Donc la trajectoire, le chemin de ce corps se déplaçant à travers le Soleil. Je vais le laisser jouer un peu plus ici, vous pouvez en quelque sorte voir. C'est ce qu'ils ont prédit, une animation que vous verriez. D'accord? Voici donc leur prédiction avant même que l'éclipse ne se produise. Je vais vous montrer ce que j'ai réellement collecté. Laissons ça jouer un petit peu plus ici. Et puis ça se dégage vers le haut. Revenons à l'émission maintenant. Donc vous pouvez voir, j'ai dessiné les flèches rouges ici. C'est quelque chose qu'on aura tout du long ici. Les flèches rouges représentent la trajectoire, le chemin parcouru par ce corps vers le Soleil. D'accord? Ce qui peut sembler un peu étrange là.
Mais je vais essayer de faire de mon mieux ici pour vous montrer pourquoi je ne crois pas que ce qui est passé devant le Soleil soit la Lune. Très bien, voici donc moi avec mon appareil photo Nikon P1000. J'ai également mon téléphone portable monté dessus pour prendre les photos. Et je l'ai testé le 7 avril. Et on voit presque ici le toit de la maison de mon voisin. Il y a quelques-uns de mes arbres. J'essaye de vous montrer que je suis fondamentalement orienté vers l'horizon. Je n'incline pas mon appareil photo pour vous donner une trajectoire décentrée. L'horizon est fixé avec mon appareil photo. Et merci encore à George Newber. J'ai eu une longue conversation avec lui. Il m'a aidé à installer mon appareil photo. Et j'ai acheté le tracker ici. Il y a donc un tracker. Vous pouvez le voir dans ma main là. J'ai la télécommande. Vous pouvez déplacer la caméra pour qu'elle suive le soleil et continue de se déplacer dans le ciel. Vous devez donc garder votre caméra en mouvement avec elle et elle le suivra. Alors merci à George. Ouais, bravo à George. Et il m'a conseillé avec les bons filtres et tout pour pouvoir visualiser et obtenir de bonnes photos. Très bien, voici quelques-unes des photos que j'ai prises avec mon appareil photo. Vous avez donc vu ce que disait Time and Date. Ils ont dit que c'était comme ça qu'on voyait la trajectoire. La trajectoire que j'ai effectivement vue avec ma caméra n'était pas exactement la même que la leur, mais c'était une animation, ok, donc c'est donc assez proche. Vous pouviez voir ceci. Quoi que ce soit qui passe devant le soleil arrivait, comme tu l'as dit, Ken, vers 5 heures et remontait vers 11 heures. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Et ça, ce sont les heures juste avant que l'éclipse solaire totale ne se produise. Et la diapositive suivante, c'est à ce moment-là que nous allons vers une éclipse totale. Et il y a des points rouges ici. Et on peut entendre des gens à qui on montre des photos. Ils vont dire « Quels sont ces points rouges ?» Je n'ai pas de bonne réponse à vous donner à ce sujet. Nous laisserons les gens décider de ce qu'ils pensent que c'est. Mais voilà votre éclipse solaire. C'est mon appareil photo. Ce sont toutes mes photos. Et puis voici la bague à diamants qui passionne tout le monde. Je vais vous montrer. J'espère que cette vidéo fonctionnera sur la diapositive suivante. Ma famille était un peu enthousiasmée aussi parce que j'avais toute ma famille à Erie pour l'éclipse solaire. Nous avions donc accueilli pas mal de monde là. C'était un bon moment. Je n'ai parlé à personne de la cosmologie biblique parce qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils se contenteraient de débattre avec moi. Ils ont passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Ils ne savaient pas qu'ils célébraient les pains sans levain avec moi parce que c'était la même semaine. Mais nous avons passé un bon moment. Génial. Très bien donc, ça vient de mon téléphone portable et j'enregistre ça pendant l'éclipse solaire. Et je vais seulement vous donner un petit extrait ici. C'est juste avant que nous ayons la bague à diamants. Ne vous attendez pas à ce que cela apparaisse si vous n'êtes pas... Ouais, je veux dire, la plupart des gens... il y en a qui sont fous de la bague à diamants, mais certains ne savent même pas ce que c'est, donc... C'est ma sœur qui est un peu excitée quand ça arrive. Ça dure environ 9 secondes. Tu peux me dire, s'il te plaît, si tu as entendu cela? Je n'ai entendu aucun son, non. Ouais, je me disais que tu n'entendais rien. Bon, il me suffit de relayer. Ma sœur est en train de crier « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Et malheureusement, on ne pouvait pas entendre. Mais c'est ce qui s'est passé lorsque la bague à diamants est apparue. Très bien, voici maintenant quelques photos de mon téléphone portable. Parfois, je pouvais prendre des photos lorsqu'il y avait beaucoup de nuages. En fait, vous pourriez en avoir une photo. Il y a en quelque sorte deux photos sympas, celle en haut à droite et en bas à gauche. Il y a comme un halo autour du soleil que vous avez vu, ce qui est plutôt sympa. Je ne suis pas sûre de la cause de cela. Mais vous pouvez également voir la trajectoire traversant le soleil ici, depuis l'appareil photo de mon téléphone portable, qui est monté au-dessus de mon P1000. Très bien, c'est donc celle-ci qui constitue la preuve vidéo qui montre ce que... J'avais installé une autre caméra. C'était une caméra time-lapse. Et voilà, c'est le Brino TLC 2000. Vous pouvez aller l'acheter. Je l'attache à ma maison environ 3 semaines avant l'éclipse solaire et je le laisse fonctionner.
Et j'ai pris des photos. Je les avais enregistrées toutes les minutes. Donc, chaque minute, il prend une photo du ciel que je vais vous montrer ici. Et vous pouvez observer ce qui se passe jusqu'à l'éclipse et tout au long de celle-ci. C'est donc l'appareil photo que j'utilise. Ce n'est rien d'extraordinaire. Il s'agit d'une caméra time-lapse standard vendue par cette société. Ça marche. Voici ma maison. Je l'ai montée là-haut, juste à côté de mes projecteurs dans l'allée. Et vous pouvez voir un petit cordon sur lequel je vais zoomer ici, sur la diapositive suivante. Voilà, en zoomant. Donc c'est juste attaché là. Je l'ai attaché en place. Elle n'ira nulle part à moins que, eh bien, nous avons eu bon vent et elle n'a pas bougé. Et il y a un cordon USB grâce auquel je relève la date de temps en temps. Et qui descend jusqu'à la fenêtre de la chambre de mon fils, juste là. J'ai donc dû réquisitionner un peu sa fenêtre, mais elle est toujours réquisitionnée. Ça enregistre toujours des données en ce moment. Je suis sûre qu'il apprécie, c'est pour la science. C'est pour la science. Et il ne veut pas vraiment ouvrir cette fenêtre maintenant parce que j'ai fait passer le cordon là. Donc il est un peu contrarié à ce sujet, mais il a une autre fenêtre à ouvrir. C'est donc en fait la vue si vous regardez depuis mon appareil photo en utilisant mon téléphone portable. Ce serait une caméra standard, ok? Vous pouvez voir les rues à droite. On peut en quelque sorte voir l'horizon, c'est plat. Vous pouvez voir la maison de mon voisin qui figure sur toutes ces photos que vous allez voir. Vous verrez le sommet de sa maison et ses arbres ici. C'est ce que vous verrez tout au long de ce time-lapse. Jetons un coup d'œil rapide à ce que montre cette caméra. Cette caméra time-lapse est donc équipée d'un objectif fisheye. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez voir en quelque sorte, dans les coins supérieurs, c'est le sommet de mon toit. Vous pouvez voir qu'il est arrondi. C'est une lentille fisheye, ok? Ne sommes-nous pas sur un globe? Ce n'est pas la preuve d'un globe qu'on a là? Ouais, cela arrive souvent avec les caméras GoPro. Elles sont célèbres pour leur objectif fisheye. Et vous pouvez aussi voir qu'il y a un horizon incurvé. Je vous l'ai dit, on vient de voir la photo de l'appareil standard qui n'est pas courbé. Et ma rue ici n'est pas non plus courbe. Très bien, donc ça va. L'objectif fisheye fonctionne entre les deux. C'est à peu près là que vous verrez le soleil et la lune traverser le ciel ici. Cela fonctionne plutôt bien, donc au moins vous savez ce que vous regardez. De plus, en bas ici, il y a un indicateur du temps. Alors, celui-ci montre le 18 mars. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enregistrer ça. Comme je l'ai dit à peu près 3 semaines avant l'éclipse. En bas, on aura aussi un marqueur de temps. Donc celui-ci est diffusé le 18 mars. Et malheureusement, il est en retard de 42 minutes, parce que mes batteries sont mortes avant que mon port USB ne soit branché. Ainsi, chaque image de caméra que vous voyez est décalée de 42 minutes, plus un certain décalage. Et j'ai remarqué aussi que mon appareil photo lui-même se décale d'environ 1 minute entière chaque semaine, et je dois le mettre à l'heure. Ce n'est donc pas parfait, mais cela peut être corrigé. Nous savons donc évidemment que l'éclipse se produit exactement à 3h18. Je peux donc tout recalculer, ce n'est pas grave. Et puis la dernière chose ici, c'est que juste au milieu de l'image, ici, ma caméra regarde à 187,9 degrés sud, à peu près presque directement vers le sud. Et ceci est basé sur l'azimut vrai nord, tel que défini à nouveau par l'Observatoire naval américain. Bon, maintenant que vous savez ce que vous regardez ici, jetons un œil à la vidéo qui va montrer le time-lapse du 23 au 26 mars. Et la raison pour laquelle je choisis cette période est qu'à Erie, en Pennsylvanie, nous avons en moyenne 100 jours clairs par an. 265 jours par an, il fait nuageux à Erie. Alors quand il y a des jours clairs, vous êtes excité. Est-ce qu'il y a beaucoup de chemtrails aussi, là? Vous verrez toutes sortes de chemtrails dans cette vidéo. Ils sont partout. C'est presque comme si Dieu était intervenu, là. Parce que la raison, c'était environ 2 semaines avant l'éclipse solaire. Donc 2 semaines avant l'éclipse, quand la lune est nouvelle, 2 semaines avant, la lune est pleine. C'est pourquoi j'ai écrit cela là. La pleine lune a eu lieu le 25 mars. Très bien. Je vous montre une vidéo au moment où la lune entrait dans sa phase de pleine lune et où elle en sortait. Et c'est un peu difficile à voir à partir de la vidéo parce qu'elle est un peu effacée. Mais vous voyez la pleine lune. Le quart de lune s'est produit le 1er avril, puis la nouvelle lune, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lumière visible de la lune le 8 avril. Ok, c'est donc un peu la configuration ici. Alors regardons la vidéo.
I can, yep. And let's go full screen here, and this is Et about c'est un 3 clip minute clip, d'environ 3 and minutes. Je vais I'll laisser just have it tourner. run so you can, Yeah, again, starting. I'll full screen that. There you go. Très bien, donc comme je l'ai dit, c'est plutôt nuageux. Remarquez que les nuages s'éloignent, mais vous pouvez voir ici le soleil se déplacer dans le ciel. Et c'est le 23 mars, voilà à quoi cela ressemble. Vous pouvez voir la maison de mon voisin là-bas, un peu en plein milieu du bas. Vous pouvez voir ma rue courbe en bas à droite. La nuit arrive maintenant. Remarquez que les nuages s'éloignent. Remarquez que parfois les nuages viennent vers vous, parfois ils s'éloignent de vous. Alors là, nous sommes vers 10 heures, 11 heures. Il y a la lune, elle est presque pleine. Pas encore tout à fait, mais vous pouvez remarquer la trajectoire sur laquelle elle se trouve. Ouais, c'est à peu près la même trajectoire que le soleil. C'est presque comme si c'était dans la même porte. C'est presque comme si c'était dans la même porte. Plutôt intéressant, hein? Voici le lendemain qui arrive, le 25 mars, le lever de soleil. Encore une fois, cela n'arrive pas très souvent ici. Vous pouvez voir les chemtrails. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais ils sont partout. Les nuages semblent maintenant se déplacer au coin supérieur gauche vers la droite, et voilà la lune. Et je vais vous montrer ceci ici, et quelques photos. Le soleil est maintenant remonté un tout petit peu. Il s'élève dans le ciel, chaque jour, il monte un peu plus haut jusqu'à atteindre le sommet, puis il redescend. C'est donc difficile à voir, mais je vais vous montrer ici, dans quelques photographies fixes, comment il monte. La Lune, cependant, se déplace un peu différemment. Elle va apparaître dans le ciel beaucoup plus bas que ce que vous avez vu la première fois. Donc la première fois, c'était un peu plus haut que ça. Je devrais dire beaucoup plus haut que ça. Nous sommes maintenant aux 3/4 du chemin. Et une belle et claire nuit. Il y a la Lune, et ici c'est la pleine Lune. À ce moment-là, vous regardez la pleine Lune qui est 2 semaines avant l'éclipse. Ok, alors un peu plus ici, je vous montrerai le soleil. Et puis vous verrez le soleil traverser à peu près la même trajectoire, juste un peu déplacé vers le haut, ce que je vais vous montrer ici. C'est dingue comme il y a des nuages dans toutes les directions. Ouais, les nuages sont dans toutes les directions. Et les chemtrails sont partout, ouais. Mais vous pouvez le voir à travers ici. Et maintenant, si vous vous souvenez où se trouvait la Lune les 2 premières fois, vous remarquerez la Lune lorsqu'elle apparaîtra cette fois-ci. Elle sera presque au milieu, traversant l'écran. Et vous voyez les lampadaires allumés en bas, n'est-ce pas? Hey, nous avons environ 180 yeux qui nous regardent en ce moment, Jérémy. C'est le maximum que j'ai eu sur une diffusion en direct, c'est génial. Merci les gars. Merci les gars d'avoir rejoint. Vous participez ici à une présentation vraiment sympa. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ce serait génial. Ok, donc c'est au milieu là. C'est à peu près au milieu. Et puis ça devient nuageux, et le temps sera globalement nuageux pendant 1 semaine et demie. Et on ne voyait vraiment rien dans le ciel. Mais cela nous a donné une bonne indication de la trajectoire du Soleil et de la Lune dans le ciel. Chaque soir, elles sont un peu différentes. Chaque jour, elles sont un peu différentes. Et nous allons parcourir cela ici. C'est donc un bon point de référence. Ouais. Très bien. Suivons maintenant le Soleil tous les jours jusqu'à l'éclipse. Donc, à partir de ce moment-là, je viens vous le montrer à partir du 24 mars essentiellement, c'est ici que le Soleil est en plein milieu. Très bien, nous sommes le 24 mars et j'utilise les données de l'Observatoire naval américain sur la gauche qui confirme également que ce que je regarde est à 187,9 degrés d'azimut. Ils disent 188, mais vous remarquerez que ça bouge un peu, mais c'est presque exactement la même chose. Et voilà votre altitude. Si vous regardez cette altitude, pendant que je clique dessus, cette altitude va continuer à augmenter un peu chaque jour. Très bien, nous sommes donc le 24 mars. Quand je vais au 25 mars, vous remarquerez que le soleil s'élève un peu là. L'emplacement du soleil est maintenant un peu plus haut. Le 26 mars, il va monter encore un peu. Et je dois estimer ce soleil car, encore une fois, c'est nuageux. Mais je vais vous montrer comment je peux l'estimer, car une fois que le soleil réapparaît, vous pouvez rétro-calculer pour savoir où il était avant. Ce n'est pas difficile à faire. Le 27 mars, il est un peu plus élevé.
Et vous pouvez voir encore une fois, l'altitude atteint maintenant 50,7 degrés, le même azimut. Le 28 mars, il a bougé vers le haut. On voit un peu le soleil. Alors, l'altitude est de 51,1 degrés. Le 29 mars, j'ai dû l'estimer à nouveau car il faisait nuageux. Mais il y a l'altitude à 51 degrés. Le 30 mars, une autre estimation. Et l'altitude monte un peu. Encore une fois, c'est une estimation. Je te l'ai dit, il y a beaucoup de jours nuageux à Erie, donc... ouais, tu ne plaisantais pas. Très bien. Donc le 1er avril, nous avons eu de la chance. Nous avons eu un soleil et il y a beaucoup d'éblouissement sur la caméra. Mais on peut, tu sais, repérer grossièrement. Le centre de cet éblouissement est à peu près là où se trouve le soleil. Et j'utilise ce point rouge qui est un peu comme le point focal de l'endroit où se trouve le soleil. Le soleil n'est pas vraiment si grand. C'est juste, tu sais, l'éblouissement de l'objectif. Le 2 avril, une estimation. Mais cela continue de progresser. Le 3 avril, estimation. Et on peut voir l'altitude continuer de monter. Le 4 avril, toujours une estimation. Le 5 avril. Ouais, je peux à peu près m'en rendre compte si je ne l'ai pas bien ciblé en plein milieu. Vous pouvez voir une partie du soleil lorsque les nuages s'écartent, mais ce n'était pas en plein milieu. Très bien, alors nous avons de la chance. Le 6 avril m'a donné un soleil parfait. Comme tu peux le constater, il continue de monter. Le 7 avril, c'est la veille de l'éclipse solaire. J'ai un ciel parfaitement clair où l'on peut voir le soleil se déplacer. Donc tout ce que je viens de vous montrer maintenant, c'est la trajectoire du soleil. À chaque fois qu'il traverse le ciel, il monte d'un cran. Il prend juste un peu d'altitude. Oui, il prend juste un peu d'altitude, jusqu'à ce que nous atteignions le sommet ici. Puis il va atteindre cet autre portail, faire demi-tour et commencer à redescendre. Très bien, donc le premier jour ici est le 8 avril. C'est aussi une estimation, car malheureusement, le jour de l'éclipse solaire, il pleuvait le matin. Nous ne pensions même pas pouvoir le voir. Cela s'est éclairci à merveille jusqu'au moment où cette éclipse se produisait. J'ai donc pris des photos. Fou, hein? Ouais, c'est plutôt cool. Alors, regardons maintenant l'emplacement de la Lune. Cela m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas du tout à cela. La Lune, elle bouge beaucoup plus que le Soleil. Ainsi, le Soleil s'élève un tout petit peu chaque jour. La Lune, tu verras. Alors, commençons le 24 mars. Vous pouvez voir la Lune. Je voulais en quelque sorte montrer la vidéo. Le 25, elle va beaucoup descendre. As-tu vu à quel point elle a descendu? Oui, de façon importante. Et puis le 26, tu sais, genre sur mon écran, elle descend de presque 1 pouce. Voilà le 26, et elle descend encore pas mal. Le 27. N'oubliez pas que le 25, c'était la pleine lune. Et que le 26, elle commençait à décroître. Mais vous pouvez toujours la voir clairement. Le 27, alors j'ai dû l'estimer parce que le temps est nuageux et cette estimation est un peu difficile. Mais j'ai quelques aperçus de la Lune de temps en temps, ici et là. Pas juste au milieu, mais je les ai sur le côté. Et puis je peux, tu sais, utiliser la trajectoire de la Lune pour dire « Ok, elle sera là ». J'en ai fait une bonne photo le 28, donc je sais qu'elle descend. Et quand je l'estime, ça aide vraiment. Ok, nous sommes le 29 mars, une prise claire de la Lune. Vous voyez à quel point elle est inférieure par rapport à 5 jours plus tôt? Et puis le 30 mars, j'ai encore une bonne photo nette de la Lune. Et puis le 1er avril, on a une demi-lune. On a une demi-illumination de la Lune. Alors je devais l'estimer. Ces prochains jours seront des estimations. Mais elle fait demi-tour. Elle descend assez bas. C'est comme juste au-dessus de la maison de mon voisin. J'estime ici encore. J'estime le 2 avril. Maintenant, allons au 3 avril. J'estime, malheureusement. Et si vous remarquez, maintenant, c'est la journée. Car je voulais initialement montrer la nuit. La Lune met environ 45 à 55 minutes de plus que le Soleil pour parcourir le ciel. C'est pourquoi on a les 29 jours et demi. Oui, elle traîne un peu. Ouais, elle traîne. Il lui faut 354 jours pour faire le tour, pas 364. Très bien, donc le 4 avril, elle continue de progresser vers le haut. Le 5 avril, elle progresse vers le haut. C'est qu'elle est descendue, s'est installée un petit peu en bas, puis elle remonte en quelque sorte. Et maintenant, je suis au 6 avril et je dois estimer. Je ne peux pas vraiment la voir parce qu'on est presque à la nouvelle lune.
L'éclairage de la Lune est si faible maintenant que, par cette journée magnifiquement lumineuse et ensoleillée, elle est là si vous zoomez vraiment dessus. Mais sa luminosité est presque effacée par le Soleil. D'accord? Nous sommes le 6 avril. Comme vous le voyez, elle remonte maintenant. Et comme vous pouvez le voir, le 8 avril, vous pouvez deviner qu'elle va bouger, s'élever à nouveau et suivre exactement la même trajectoire que le Soleil. Et voilà. Donc on est d'accord que la Lune est descendue et elle remontait. Ainsi, le 8 avril, le Soleil et la Lune sont exactement sur la même trajectoire. Ça fait sens? Yeah, it does, yeah. Et à ce stade, la Lune a environ 2 minutes d'avance sur le Soleil. Donc, à un moment donné, je vais vous le montrer, le Soleil touche la Lune, puis l'éclipse commence. Et on passera en revue cette trajectoire. Alors, parlons maintenant de la trajectoire du Soleil. Comment en suis-je arrivé là? Pensez-y de cette façon. Je me souviens de ce jouet quand j'étais plus jeune, ce câble ou fil sur lequel les perles se déplacent qui fixe. Ce n'est pas aléatoire, d'accord? Je veux dire, si l'une des perles glisse dessus, vous ne pouvez pas la bouger sous un angle différent. Il faut que ça passe par là, par le câble ou le fil. Mhm. Et cette ligne bleue en haut représente la trajectoire du Soleil pendant l'éclipse. Et passons cela en revue, d'accord? Donc le 24, pour en revenir aux données que je vous ai montrées précédemment, voici la position du Soleil. Vous pouvez en quelque sorte le voir à gauche ici. Laissez-moi vous mettre un petit point ici. Donc c'est juste là. Maintenant, je vais avancer d'environ 2 heures. Et maintenant, le Soleil est là. Ok? Je vais avancer encore environ 2 heures et le Soleil est en plein milieu. Et j'avance encore 2 heures et le Soleil est là. Et j'avance encore 2 heures et il est là. Donc je trace cette trajectoire et c'est ce qu'est cette ligne bleue. Yeah. Cela a-t-il du It sens? does, yeah. C'est la trajectoire qu'a suivi le Soleil dans le ciel. Ça, c'était le 24 mars. J'ai donc utilisé cette trajectoire pour la créer. J'ai vérifié qu'elle correspond exactement aux mêmes trajectoires avec le 25 mars, que je vais vous montrer maintenant. Nous sommes donc le 25 mars. Elle monte un peu. Tu vois comment elle est montée? Yep. Mais j'avais le Soleil pour pouvoir vérifier exactement où ils étaient, et ça correspond parfaitement. Et puis le 28 mars, elle monte encore un petit peu. En fait, 3 jours se sont écoulés. Alors, parce que je n'ai pas eu de Soleil le 26 et le 27, je ne peux vérifier ma trajectoire que les jours où je peux voir le Soleil. Et je l'ai vu le 28, et c'est encore la même trajectoire. Et puis maintenant, le 7 avril, j'ai eu une belle photo le 7 avril, et il est tout là-haut. Ok? C'est donc la trajectoire du Soleil. Alors, j'ai pris exactement la même trajectoire du Soleil, et je l'ai déposée sur la trajectoire de la Lune à peu près au même moment, le 23 mars, lorsque je pouvais le voir et qu'il était visible et se déplaçait dans le ciel à peu près à la même altitude. Ou à la même position sur l'écran, à travers la caméra. Cela a-t-il du sens? Yeah, it does, yeah. Donc je peux le voir. C'est 2 semaines avant l'éclipse. Alors, c'est presque la pleine lune. Pas tout à fait, mais c'est la même hauteur que la trajectoire de la Lune. C'est pourquoi j'ai utilisé le 23 mars. Alors je ne sais pas comment j'ai pu obtenir un ciel dégagé, mais si je n'avais pas obtenu ces données, je ne serais pas en mesure de les aligner. Yeah. Thank Ouais, you, merci Lord. Seigneur. Alors voici la Lune, je pouvais la voir. Je peux encore la voir là. Vous pouvez voir que la nuit est nuageuse et il y a beaucoup de ceci, je ne peux même pas la voir. Et boum, la voilà, en plein milieu. À droite là, je peux la voir se déplacer. Et puis, au fur et à mesure qu'elle disparaît de l'écran, alors je vais tracer exactement la même trajectoire que celle que j'ai calculée pour le Soleil par-dessus. Et ça correspond parfaitement. Okay. D'accord, génial. Awesome. Cela signifie donc maintenant que la Lune doit correspondre exactement à la trajectoire du Soleil le 8 avril, jour de l'éclipse solaire. Parce que si la Lune passe directement devant le Soleil, elle doit suivre la même trajectoire. Si c'est un peu plus bas, vous ne verrez que la moitié de la couverture solaire. Si elle est un peu plus élevée, l'autre moitié. Cela a-t-il du sens? Totally. Yeah. Totalement, ouais. I have a J'ai sense une of where idée you're de où going tu with veux en this venir, one, mon right? ami. People are Les gens loving it, adorent ça, man. mec. You're building Tu up sais the faire durer le anticipation. suspense. Good Tout le job. monde Good adore job ça here. dans le chat ici. Bien, très bien. Alors maintenant, j'utilise à nouveau les données de l'Observatoire naval, ici pour montrer en quelque sorte le jour de l'éclipse solaire. Et vous pouvez voir à gauche le Soleil, à droite la Lune. Et nous sommes donc le 8 avril.
Cela commence à 8 heures. Et toutes les heures, je choisis l'emplacement exact. Je vais vous montrer ici. Donc, à 15h18, c'est l'heure de l'éclipse totale. Et ensuite, vous pouvez voir que l'altitude du Soleil sur la gauche est de 47 degrés, si vous la mesuriez. L'altitude de la Lune est également la même. Et puis les azimuts du Soleil et de la Lune sont identiques. Ils doivent être identiques au moment de l'éclipse solaire, sinon l'un ne peut pas recouvrir complètement l'autre. Donc ces données correspondent. Et on peut aller d'avant en arrière et vous verrez que oui, l'altitude et l'azimut de ceux-ci ne sont pas parfaits. Parce qu'évidemment, vous savez, ils ne s'éclipsent exactement qu'à 3h18. Ils s'écartent donc un peu, mais c'est la même trajectoire. Le Soleil et la Lune suivent la même trajectoire, presque en gros à travers le ciel. Alors maintenant, jetons un coup d'œil rapide au jour de l'éclipse solaire. Je vais donc vous passer une vidéo comme je l'ai fait avant, avec mon time-lapse. Vous ne verrez plus autant de choses car le temps est très nuageux. Mais de temps en temps, vous aurez un aperçu de l'éclipse. De temps en temps, vous aurez un peu de soleil. Et on va aussi parcourir les photos fixes pour que vous voyez à quoi elles ressemblent. Je vais les mettre en plein écran. Je vais avancer ici. Je vais aller au 7 avril. Nous sommes donc le 7 avril. Ceci est le soleil. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un beau ciel clair le 7 avril. Et j'ai pu voir la trajectoire du soleil dans le ciel. Donc je sais que le 8 avril, qui devient un peu plus nuageux, c'est la même trajectoire, juste un peu plus haute. Alors je vais laisser juste jouer ça un peu ici. On peut voir le voile nuageux ou ces trucs fous là. Je m'attendais toujours à ce que ces nuages bougent de la même manière, mais ce n'est pas le cas. Ouais, c'est presque comme si tout ce qui se trouvait au-dessus de nous se déplaçait au-dessus de nous, et non pas nous, n'est-ce pas fou? C'est un peu fou, ouais. Nous n'avons pas ce courant de jet. Cela va toujours d'est en ouest. Nous sommes maintenant vers 1h, le 8 avril. Vous n'allez pas voir la Lune, parce qu'évidemment, elle est à 0% de luminosité pour le moment, jusqu'au lendemain. C'est donc juste un ciel dégagé. Maintenant, vous pouvez voir le soleil arriver. Il est environ 6h, 7h du matin maintenant. C'est nuageux. Oui, il y a des gouttes de pluie. Il a plu sur nous le matin du 8 avril, alors on se dit « Ok, c'est terrible. On ne la verra jamais. » Tout le monde est venu à Erie. Tous les hôtels étaient complets, pour rien. Mais ensuite, nous avons un petit répit ici. Je vais juste le laisser en lecture. Vous pouvez voir le soleil apparaître de temps en temps. Il y a l'éclipse juste là. Et puis elle se dégage. Ah ouais, il y a eu un petit bug là. Oui, il y a eu un petit bug là, mais ça a bien fonctionné. Ok, parce que c'était un petit peu rapide, parcourons quelques-unes des photos ici et voyons ce que nous avons trouvé. Génial. Très bien. C'est donc maintenant une comparaison de trajectoire. J'ai donc utilisé la même trajectoire solaire calculée précédemment. Je viens de vous expliquer tout ça, mais je l'ai ajustée un peu plus haut pour le 8 avril. Et puis j'ai commencé à m'appuyer sur les points que je pouvais voir pour voir si cela correspondait à une trajectoire. Voici donc le premier point. Selon l'Observatoire naval américain, c'était exactement au moment où l'éclipse commence, 76 minutes avant l'éclipse. Et on a ce point rouge là parce qu'on ne peut pas vraiment voir le soleil à cause de la couverture de nuages. Mais je sais que c'est là. Lorsque vous suivez le soleil dans le ciel, on peut rétro-calculer sa position. Et une fois que vous avez une idée de l'endroit où il se trouve, vous pouvez rétro-calculer où il est. Ok, alors maintenant je vais effacer ça, juste pour garder la trajectoire. Et ce point rouge correspond à l'endroit où se trouve le centre du soleil. Encore une fois, c'est à 14h02, 76 minutes avant le début de l'éclipse. La même trajectoire. Voici donc le soleil. Et voici la lune qui l'embrasse. C'est à ce moment-là que ça commence. Si vous remarquez, ils sont sur la même trajectoire. Et si je grossis le soleil, si je pouvais le voir, parce que les nuages me gênent et je ne pouvais pas, mais voilà à quoi cela ressemblerait, alors qu'il commence tout juste à, entre guillemets, embrasser la lune. Très bien, alors avançons un peu plus ici. C'est donc à 55 minutes de l'éclipse totale maintenant. Mais je sais qu'il est là, car, encore une fois, je peux le calculer en fonction du moment où je peux le voir. Alors passons au noir.
Même trajectoire, à 55 minutes. Le soleil est juste là, le point rouge. Et maintenant, la Lune l'a éclipsé, parce que maintenant je suis dans l'éclipse. Nous ne sommes pas à l'éclipse totale, mais nous y arrivons, et vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Laissez-moi grossir un peu ça. C'est à cela que devrait ressembler le soleil quand je le regarde, car le soleil et la Lune sont sur la même trajectoire. Et si je devais prendre cette trajectoire, que je viens de dessiner en haut et que j'ai déplacée vers le bas, elle ne correspondra pas. C'est ce que j'ai pris en photo avec le Nikon P1000. C'est à peu près à la même heure. Comme vous pouvez le constater, ça ne ressemble pas à la même trajectoire. J'ai bougé ma trajectoire vers le bas à partir de ce que j'avais déjà calculé. Et voici la ligne blanche. Si je regarde la trajectoire de ce que je prenais en photo, ce qu'il disait être la Lune, ce n'est pas la même trajectoire. Yeah. Cela a-t-il du sens? Not at Pas du all. tout. Ça fait quoi? Une différence de 15 à 20 degrés? Exactement. C'est genre, comment est-ce possible? Alors continuons à avancer ici. Vous allez remarquer ceci. Et je vais passer en revue certaines de ces diapositives, un peu rapidement, car c'est à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes heures. Alors, j'en suis à 35 minutes. Fondu à nouveau au noir, voilà le centre du soleil. Il y a la Lune qui l'éclipse. C'est à peu près tout ce qui est couvert, parce que, vous savez, on sait que l'éclipse totale aura lieu à 15h18. Mhm. Voilà à quoi devrait ressembler le soleil quand je le regarde. Et ça, c'est ce que j'avais avec le P1000. Voici ce que la trajectoire aurait dû être, mais voici ce que la trajectoire était. Right. Passons à la suite, à 17 minutes, centre du soleil, Lune l'éclipsant. Je me rapproche presque de l'éclipse totale ici, d'accord? C'est à 17 minutes de l'éclipse totale. Voilà à quoi ressemblerait le soleil si je le regardais. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Et voilà ce que j'ai eu avec mon P1000. Bon, les horaires ne sont pas exacts. Tu sais, je suis en retard de quelques minutes, mais c'est à peu près la même heure. Voilà votre trajectoire. Il y a une trajectoire sur laquelle, peu importe ce que c'est, qui passe devant le soleil. C'est une trajectoire différente de celle sur laquelle se trouve la Lune. Très bien, alors passons à 6 minutes. Je suis presque en éclipse complète ici. Voici le soleil, et voici ce que ça donnerait si la Lune était devant. Voilà à quoi cela devrait ressembler. Voilà à quoi cela ressemblait réellement depuis mon appareil photo. Ça, c'est la trajectoire sur laquelle la Lune devrait être. Et ça, c'est ce qu'est la trajectoire. Et au fait, cette ligne rouge, je l'ajuste. Ce n'est pas toujours exactement la même ligne. Yeah. Et ceci est l'éclipse totale. Je sais qu'on a passé cette image très rapidement dans la vidéo, mais si vous jetez un œil ici, vous pouvez remarquer les lampadaires. Ils se trouvent dans le coin inférieur droit, parce qu'il faisait sombre. Il faisait vraiment sombre pour nous. C'est un peu difficile à dire avec la caméra parce qu'elle s'est adaptée à cela. Mais les grillons se sont tus et les oiseaux se sont arrêtés de chanter. Et c'était... Ouais, c'était étrange. Je conduisais ma voiture sur l'autoroute quand nous avons eu notre éclipse partielle ici en Nouvelle-Écosse. Je me suis mis sur le côté. J'étais en train de conduire et j'ai tout de suite ralenti. Tout le monde a ralenti sur l'autoroute. Ils ont fait des annonces à la radio. Ne vous arrêtez pas au milieu de la route. Ne faites pas ceci, cela. Mais les gens ralentissaient. Et genre, j'ai baissé ma vitre et c'était très étrange. Alors là, retour au noir ici à nouveau. Éclipse totale. Il y a le soleil. Ça, c'est quelque chose qui bloque complètement le soleil. Voilà à quoi cela devrait ressembler. Et c'est la photo que j'ai prise. Et celle-ci correspond parce qu'on est en éclipse totale. Maintenant, 3 minutes après, fondu au noir, voilà le centre du soleil. Il passe après la Lune. Il est un peu plus rapide que la Lune. Et voilà à quoi ça devrait ressembler si je le regarde. Voilà à quoi cela ressemblait depuis mon appareil photo. Là encore, la trajectoire descend tout droit. Et c'est sur cette trajectoire que ce truc était. Mhm. Et on va continuer de cliquer sur d'autres ici. 15 minutes s'écoulent après l'éclipse totale. Il passe la Lune un peu plus. Voilà à quoi ça devrait ressembler. C'est une très bonne photo que j'ai obtenue avec mon P1000. Malheureusement, après l'éclipse, j'ai dû retirer mon objectif. Lors de l'éclipse totale, j'avais le filtre sur mon P1000
car il prenait de bonnes photos avant avec le filtre. Mais une fois que tu entres dans l'Eclipse Total, le filtre bloque tout. Il ne pouvait pas faire sa mise au point, donc il fallait démonter le filtre. Et puis quand je suis allée remettre le filtre, je l'ai fait tomber, et il est en verre et il s'est cassé. Je n'ai donc pas beaucoup de bonnes photos. La seule raison pour laquelle j'ai pris cette photo, c'est à cause de la grande couverture nuageuse. Donc ça a en quelque sorte filtré pour moi. Malheureusement, je n'ai pas de superbes photos par la suite. Ok, donc 35 minutes après l'éclipse. Maintenant, vous pouvez voir à quoi le soleil aurait dû ressembler. Voilà à quoi ça ressemblait avec mon P1000. Je sais que ce n'est pas la meilleure photo, mais encore une fois, j'ai dit que je n'avais pas de filtre dessus à ce stade. Ça marche pourtant. Nous comprenons ce que nous voyons ici. Je sais que je m'acharne là-dessus parce que c'est la clé. Ouais, bien sûr. Non, non, c'est bien. Très bien, alors maintenant, 55 minutes après l'éclipse. Et voilà, j'utilise les données de Time and Date parce que je n'avais pas de photos du tout pendant cette période. Et Time and Date vous direz que c'est encore plus bizarre. C'était même une trajectoire beaucoup plus étrange que ce à quoi on s'attendait. Mais c'est ce qu'on avait à 16h30 exactement. Puis finalement, 72 minutes après l'éclipse, c'est le moment où elle se termine. Ils s'embrassent, mais de l'autre côté. Donc le soleil serait là, la lune serait là. C'est ce que je devrais avoir. C'est encore une fois le moment où l'éclipse se termine. Ok, donc la raison pour laquelle je vous ai montré Jackson, Missouri l'autre jour, c'est parce qu'il y avait un autre YouTuber. Beaucoup de gens le connaissent peut-être, Smarter Everyday. Il a environ 11 millions d'abonnés. Et il a fait une vidéo où il était en train de capturer, tu sais, quelque chose qu'il a vu. Ça a 5 millions de vues, cette vidéo. Et la raison pour laquelle j'en parle ici, c'est parce qu'il a tout fait pour cette photo fétiche. Cette photo est ce qu'il a vu. Il utilisait un appareil photo de 35 mm à l'ancienne, où il laissait simplement l'exposition en trait. Tu sais, il prenait une photo et réduisait l'exposition, mais ensuite, il prenait la photo par-dessus le même film. On pouvait voir que c'était sa photo fétiche, pour ainsi dire. Et vous pouvez aller sur le site web et la regarder si vous le souhaitez. Allez sur YouTube. C'est là que c'est répertorié, mais la raison pour laquelle je montre ça, c'est parce que quand je mets ça ici, si je pose mes lunes, le soleil est ce à quoi il devrait ressembler par rapport à ce que j'ai pris en photo. Elles sont très similaires, pas parfaitement, mais il y a mes trajectoires dans la ligne blanche en haut. Et on pourrait même dire, tu sais, ces trajectoires sont aussi décalées. Je ne suis donc pas exactement sûre de sa trajectoire dans le ciel, mais cela correspond en quelque sorte à la mienne. J'utilise juste ça pour vérifier que même ces données, il regardait ça en disant qu'il avait vu autre chose au moment de l'éclipse solaire. Il pensait avoir vu quelque chose passer, je ne sais pas, un vaisseau spatial ou quelque chose comme ça. Il ne sait pas ce que c'était. Un Vimana qui passe. Ouais, mais j'utilisais juste cela pour montrer que sa photo fétiche montre une trajectoire différente de celle à laquelle on pourrait s'attendre. Et c'était à peu près la même chose que ce que j'ai vu. Alors, je vais vous montrer un truc rapidement. J'ai construit un modèle ici, et je vais vous le montrer un peu en arrière-plan ici. C'est mon modèle que j'ai construit. Et je vais vous expliquer dans une vidéo comment j'ai construit cela. Donc, nous avons de l'analogique ici, les amis. Certainement, si vous ne parvenez pas à obtenir le numérique, je vais vous donner de l'analogique ici. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer une petite vidéo GoPro rapide que j'ai réalisée et qui vous montre comment cela s'est déroulé. Si vous aimez ça, les amis, appuyez sur le pouce levé. On l'apprécierait. Je ne suis pas sûre si vous pouvez entendre la vidéo, Ken. Probablement pas. Vous n'avez pas besoin d'entendre, c'est juste de la musique. Mais c'est moi qui construis ça. J'ai juste utilisé des boules de bois de 3 pouces pour représenter, comme je vous le montre en arrière-plan ici, le soleil et la lune. Oui, j'ai percé des trous directement à travers elles. J'ai utilisé de la tige filetée, là. Vous pouvez voir comment j'ai mis la tige filetée dedans, c'est la trajectoire. Cette tige filetée, c'est la trajectoire du soleil et de la lune. Et puis je les ai peints ici. Je vais avancer parce qu'on n'a pas vraiment besoin de voir la peinture. C'est génial, mec. Tu as aussi des compétences en art et artisanat.
Alors maintenant, je suis retournée à mon ordinateur. J'ai dû calculer les angles. J'essaye de reproduire ici exactement ce que j'ai vu sur mon écran d'ordinateur. J'ai coupé le bois, je l'ai assemblé, et voilà la tige filetée, l'angle que je viens de vous montrer, les gars. Je l'ai calculé comme étant de 13 degrés. C'est ce que vous pouvez voir en haut là. C'est un peu difficile à voir, mais celui-là ne doit être qu'à 1 degré. Alors moi, j'essaie donc de reproduire cette trajectoire en utilisant le fil. Ensuite, j'ai dû percer les trous selon cet angle. J'ai fait de mon mieux avec les outils que j'avais à ce moment-là. C'est tellement cool, mon frère. C'est génial. Bravo. Ça me donne envie de m'équiper. Ouais, tu as un joli petit atelier là. Et là, je calcule l'angle. Ça fait 13 degrés. Mon fils m'aide à tenir ça et à le percer. Bon, et voilà, je suis en train de suivre une trajectoire. Ce n'est pas tout à fait parfait, alors j'ai dû la remonter au milieu pour imiter la même trajectoire. Et c'est le produit fini. Merci GoPro. Super cool. Ok, c'était donc moi qui construisais le modèle. Voilà à quoi ça ressemblait. Passons maintenant au modèle réel. Yep. All right. Il s'agit donc d'un rapport 16:9 que vous obtenez avec votre caméra. Il y a le soleil et la lune au moment où ils commencent à entrer dans l'éclipse. Et vous pouvez voir la trajectoire. Et j'ai orienté la caméra de telle sorte que vous ne puissiez pas voir les deux. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 tiges filetées sur lesquelles on les fait glisser. Parce que ça va passer devant. Donc vous pouvez voir ça passer devant. Et j'ai mis un peu de ruban adhésif là-dessus pour que vous puissiez voir comment ça se déplace. Mais je vais vous guider en essayant de ne pas trop les tirer. Vous pouvez voir comment je peux désormais modéliser exactement ce que nous avons vu dans le ciel. J'ai pris des photos de ça et je vais vous les montrer ensuite. Sympa, tu as déployé de sérieux efforts là-dedans, mon frère. C'est génial. Très bien, voici donc la trajectoire du modèle. Et je vous montre juste des photos de ce que j'avais avant derrière moi, en utilisant mon modèle physique analogique, comme le dit Ken. Et je vais juste passer en revue les mêmes que je vous ai déjà montrés. Ok, donc c'est la même chose qu'au début de l'éclipse. À mesure que je me déplace dans l'éclipse, vous pouvez simplement vous concentrer sur le soleil blanc. Voici à quoi il devrait ressembler. Au fur et à mesure que je descends par ici, je me rapproche de plus en plus de l'éclipse totale. On est presque à l'éclipse totale et je bouge le soleil et la lune sur cette trajectoire. Et maintenant, je suis dans l'éclipse totale. Et je continue d'avancer. Vous pouvez voir le soleil commencer à apparaître sur le côté droit. Et on le voit un peu plus. On le voit encore un peu plus. On est presque sorti de l'éclipse. Et maintenant, nous sommes hors de l'éclipse. Et encore une petite chose ici. Je vais juste zoomer un peu, que vous voyez à quoi ça devrait ressembler. Et c'est tout ce que la trajectoire vous montre, à quoi devrait ressembler le soleil. Si je suis au sol, que je regarde et qu'il y a une lune qui passe devant le soleil, cela le bloquerait. Cela a-t-il du sens? Yes, it does, sir. Maintenant, on est dans l'éclipse totale. Et vous pouvez voir qu'il y a les 2 tiges filetées là. Vous pouvez en quelque sorte les voir à l'arrière. You can see it, yeah. Nous continuons d'avancer là. Et on est presque sorti de l'éclipse. Et voilà. C'est à peu près ma présentation, Ken. J'ai une dernière question que mon fils m'a posée. Et je n'y pensais même pas parce que mon esprit est déjà pleinement dans la cosmologie biblique. Donc je ne pensais même pas au modèle héliocentrique. Mais il dit que si le Soleil est fixé dans le ciel et que c'est la Terre qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec sa Lune, pourquoi n'avons-nous pas vu la Lune dépasser le Soleil? C'est exactement le contraire de ce que nous avons vu. Oui, parce que ce qu'on a vu, c'est que le Soleil a dépassé la Lune. Je vous laisse donc réfléchir à cela. Ouais, c'est une bonne question. Awesome, brother. Yeah, that Génial, was- mon frère, ouais, that was c'était spot parfait. on. Mon fils n'était pas encore tout à fait sur la cosmologie biblique. Il tient par ses ongles.
Mais merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, voici mon adresse email. C'était fun d'avoir mis tout cela en place. J'espère que vous avez aimé. Et je suppose que si on a des questions, on peut y répondre. Mes amis, si vous avez des questions pour frère Jérémy, veuillez les mettre en majuscules et nous les publierons. En fait, j'en ai mis une de côté tout à l'heure. Un gars appelé Foodhead. Ou c'est... Ok, c'est celui-ci. Un changement de position de la maison vers l'allée ne représenterait-il pas un différentiel d'angle? Eh bien, je ne change aucune position. Ma caméra est fixe. Donc il n'y a pas d'angle. Mon appareil photo est orienté vers l'horizon ou vers mon allée, si vous voulez le voir de cette façon. Et ça ne bouge pas, ça n'a jamais bougé. Et je vous ai montré toute la vidéo au fur et à mesure de son passage. Alors oui, les trajectoires, le soleil et la lune se déplacent dans le ciel, mais l'angle de ma caméra est fixe. Ça n'a jamais bougé. Ouais, et même lorsque tu as visionné le travail de l'autre, le snapshot, il y avait une légère différence entre son angle de position et le tien. Mais c'était quand même relativement similaire et aurait dû être très différent, même si c'était la Lune elle-même qui le faisait. Il a vu une trajectoire légèrement différente de la mienne. J'ai vu des photos d'autres personnes. Et selon à partir de l'endroit d'où vous le regardez, la trajectoire change toujours, donc... Mais encore une fois, à partir des données que j'ai enregistrées, ma localisation, je vous ai montré à quoi devrait ressembler la trajectoire à ma localisation, avec cette caméra fixée, et elle n'a pas bougé, si ça a du sens. Oui, nous avons une autre question ici. Pouvez-vous superposer la trajectoire de l'objet qui a traversé le Soleil? Alors, laissez-moi voir si je peux faire ça. Je vais essayer ça. J'aurais dû montrer ça avant, mais... Ceci est la trajectoire de ce qui est passé devant le Soleil. C'est la ligne rouge, vous savez, qui passe comme ça. Je ne vais pas déplacer le Soleil parce que c'est un peu difficile à faire. Mais la trajectoire que je vous ai montrée tout le temps était presque sous cet angle, ici. Oui, et il change de trajectoire assez rapidement lorsqu'il traverse le Soleil, comme si ça allait presque au nord très vite. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où vous arrivez ici, il commence à se déplacer selon cet angle. Et ça a beaucoup changé sa trajectoire. Et on pouvait le constater avec beaucoup de photos que j'ai prises, donc... C'est physiquement impossible que cela prenne cette trajectoire-ci alors que la trajectoire vient de là. Alors, que concluons-nous, frère? Qu'est-ce que c'est? Quel est cet objet que tu tiens, potentiellement? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ma recommandation est d'aller regarder la série Investigating Babylon de Sean Griffin.